L'heure n'est pas encore au relâchement de nos efforts, encore moins au relâchement de notre vigilance collective. Pourquoi ? En premier lieu, si nous n'avons pas connu de troisième vague, et contrairement à nombre de nos voisins, nous ne sommes jamais totalement sortis de la deuxième. En atteste le niveau resté élevé des hospitalisations, des réanimations, qui n'a jamais baissé suffisamment pour que l'hôpital reprenne une activité normale. Pour preuve, il est toujours nécessaire de déprogrammer un certain nombre de soins et de transférer des malades d'un hôpital vers un autre. Nos soignants vous le diront mieux que je ne le ferai, ce n'est pas terminé. Et chaque semaine, le Covid fait autant de victimes en France que les accidents de la route en font en une année. Ensuite, si les Français sont nombreux à aspirer à retrouver une vie la plus normale, la plus libre, la plus heureuse possible, retrouver le plaisir d'une soirée au restaurant, d'un film sur grand écran ou d'une pièce de théâtre, voire d'un match de foot, voire tout simplement sortir voir des amis après 18h, rien ne serait pire que de lever les contraintes, certes lourdes, mais ô combien nécessaires, au mauvais moment, trop tôt. Relâcher notre vigilance maintenant, c'est courir le risque de contraintes plus fortes dans un avenir proche, courir le risque d'avoir tenu ensemble si longtemps en vain. Nous devons encore tenir ensemble, faire reculer vraiment le virus, sortir de la zone de danger. Nous l'avons fait déjà en mai dernier. Nous en connaissons le chemin, nos efforts ont déjà payé, mais la partie n'est pas encore gagnée. Enfin, et je vous en parle semaine après semaine, le risque lié à la diffusion croissante des variants de la Covid en France et dans le monde n'est pas encore maîtrisé, loin de là, et il pose un certain nombre de questions. Pour que vous ayez en toute transparence le même niveau d'information que nous à ce sujet, j'ai demandé à Madame Kolitza, que je remercie de sa présence. Elle est directrice de recherche à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, de vous présenter des modélisations qui tentent de mesurer en quoi la progression des variants pourrait avoir un impact sur la progression de l'épidémie et sur le nombre de personnes hospitalisées dans les semaines à venir. Madame Kolitza, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter le modèle, les types de modèles, vous expliquer exactement comment ça marche. On utilise un modèle qui est bien évidemment calibré sur la population en France, qui tient compte des tranches d'âge, des facteurs de risque, et aussi qui tient compte du nombre de contacts qui sont associés à chaque tranche d'âge. Et puis, on décrit bien évidemment la progression de l'infection, la progression de la maladie selon les personnes, les individus de différents âges. Et on utilise d'autres types de données qui sont notamment des données de mobilité issues de téléphones mobiles pour pouvoir suivre au cours du temps, au fil du temps, la mise en place de restrictions, la réponse aussi de la population et donc leur changement de comportement. Alors là, sur cette diapo, je vous montre sur la gauche, par exemple, des estimations fournies par Google sur la variation du nombre de personnes qui sont présentes sur leur lieu de travail. Alors, la zone centrale qui est en rouge correspond au deuxième confinement. Et c'est ça pour vous montrer qu'effectivement, aujourd'hui, on est à des niveaux qui sont en dessous de moins 20% par rapport à ce qu'on avait dans nos phases pré-pandémiques. Et on est bien en dessous de ce qu'on avait, par exemple, au début de la deuxième vague, qui sont les premiers points de ce graphique. On se trouve aujourd'hui dans une situation qui est encore un peu mieux par rapport à la fin du deuxième confinement, ce qui nous indique que le télétravail et toutes les recommandations autour de l'adoption de cette mesure, qui est très importante pour lutter contre l'épidémie, sont bien respectées. Puis, on utilise aussi d'autres types de données. Je vous montre là sur le graphique. Non, c'est toujours merci. Sur le graphique à droite, aussi d'autres types de données de présence dans les commerces. Et ça, c'était plutôt pour vous montrer la tendance qu'on a observée à partir du début de l'année, à cause aussi
de recommandations, mais à cause aussi du couvre-feu anticipé et donc une fermeture aussi anticipée des commerces. On voit aujourd'hui une baisse qui est lente, mais qui est assez visible sur les données, et de toute façon une présence sur les lieux de commerce qui est un peu assez plus faible par rapport à ce qu'on avait, par exemple, en sortie du confinement, et par rapport aussi à ce qu'on avait avant, donc au début de la deuxième vague. Puis, on utilise toutes ces données, on les intègre dans notre modèle, et ça sera la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. On les intègre dans notre modèle au cours du temps pour décrire ce comportement, et en même temps, on calibre les modèles sur les données d'hospitalisation, les données d'admission à l'hôpital, les données journalières. Ici, je vous montre les données hebdomadaires pour une simplification de la visualisation. Ces modèles, la ligne que vous voyez, donc, c'est l'issue du modèle, et puis il y a cette zone grise autour de cette ligne qui correspond à l'intervalle de confiance de ces projections. Alors, si on se concentre à nouveau, la zone grise sur la partie à gauche correspond au deuxième confinement. On voit bien qu'il y a eu la deuxième vague et après la descente. Et puis, il y a aussi une indication du couvre-feu qui a été mise en place à 20 heures après le deuxième confinement, et le couvre-feu qui a été anticipé à 18 heures dans les mois de janvier. Ce qu'on a pu voir, selon ces analyses, en tenant compte de la présence du variant britannique sur le territoire en France au début de l'année, issu des estimations de la première enquête Flèche, que ces couvre-feux anticipés a eu un impact considérable sur le recul de la souche historique. Ici, j'appelle la souche historique le virus SARS-CoV-2 qui était en circulation dans l'année 2020 avant l'arrivée des variants sur le territoire français. Vous pouvez voir, il y a cette ligne qui est la ligne pointillée. Je regarde toujours le graphique à gauche qui descend au cours du temps. Et ça, c'est l'impact du couvre-feu. En gros, si on avait que ces souches et la souche historique, on serait capable aujourd'hui d'avoir un recul de l'épidémie dans les temps, grâce à ces couvre-feux à 18 heures. En même temps, par contre, on a une augmentation du variant britannique qui est la courbe verte en continu et qui, effectivement, nous on l'a modélisé, mais cette modélisation sont aussi en accord avec les estimations qui sont issues de la deuxième enquête Flèche et qui montrent une augmentation dans les temps de la pourcentage du nombre de cas dû à ces variants. Si on va additionner les deux courbes, ce sont deux dynamiques opposées, on va additionner ces deux courbes, on se retrouve sur un plateau qui est le plateau qu'on a vécu jusqu'ici, qui a un équilibre bien évidemment important à garder, mais en même temps assez fragile. Et puis, ce qu'on voit après les points, il s'agit plutôt des projections du modèle. Et là, je fais juste une petite pause pour distinguer entre une prévision et une projection, si je peux. Une prévision est vraiment un constat, peut-être en probabilité, qui va dire ce qui va s'avérer dans les futurs. Par exemple, je regarde mon téléphone, demain à Paris, il y a 25% de probabilité qu'il va pleuvoir. Une projection, ces prévisions peuvent durer juste, par définition, sont fiables juste sur une courte durée du temps. Donc quelques jours, une semaine, et sert vraiment d'un point de vue très opérationnel pour répondre à des crises, à des alertes qui pourraient être des natures naturelles, comme pour les météos, et dans le cadre d'une épidémie, sert à fournir des indications dans les hôpitaux, donc quel nombre de patients prévoir qui peuvent arriver dans les hôpitaux, le nombre de lits, etc. Là, il s'agit plutôt de projections qui sont sur plus long terme et qui sont toujours sujets à des conditions. Donc, il y a une hypothèse, si on est dans ces conditions, on va voir ces types d'évolution de l'épidémie. On s'attend à ces types d'évolution de l'épidémie. Si on oublie la partie de la condition, on n'est pas capable d'interpréter effectivement et de façon correcte ces projections. Alors, sur le graphique à gauche, la condition économique est le maintien de la situation que nous, on a estimée sur les données d'hospitalisation jusqu'à la semaine 5. Et donc projeté dans les temps, on voit bien qu'il y a une augmentation du nombre d'hospitalisations hebdomadaires à cause de l'augmentation du variant dans les temps, même si on est capable de continuer à faire baisser la souche historique.
Sur la partie à droite, on a aussi considéré une autre hypothèse, qui est une hypothèse d'assouplissement de mesures. L'hypothèse correspond à un 10% supplémentaire d'augmentation de R effective de non-VOC et qui va accélérer encore plus largement cette dynamique d'augmentation. Donc, on va réduire les temps qu'on a à disposition sur ces plateaux. Et puis, on a fait une troisième hypothèse, qui est la diapo suivante. Alors, surtout à gauche, on a toujours le même graphique de maintien de la situation de la semaine 5. Et à droite, on a par contre une hypothèse de renforcement des mesures de distanciation sociale qui pourrait se traduire avec plusieurs façons. Par exemple, un renforcement de tester, alerter, protéger, qu'on sait bien qu'il y a déjà mis en place à cause du variant britannique et qu'on sait aussi que d'un point de vue épidémiologique est très efficace parce qu'il va là où il y a le virus qui se propage pour casser cette chaîne de transmission. Dans ces cas-là, on pourrait avoir une plus forte réduction, pas seulement de la souche historique, mais aussi du variant britannique dans les temps. Et ça pourrait nous apporter en conditions encore sur ces plateaux pour plus long terme, et donc gagner du temps par rapport au moment où on pourrait avoir la vaccination de façon plus large, donc impacter la courbe épidémique. Merci beaucoup, Madame Colisa. Ces projections sont importantes, évidemment. Vous le savez, nous sommes en dialogue constant avec les scientifiques qui nous permettent d'éclairer les décisions que nous prenons en responsabilité. Ces projections, vous l'avez dit, elles ont leur marge d'incertitude, mais elles nous montrent ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. C'est la raison pour laquelle nous devons redoubler de vigilance. Nous sommes parvenus à ne pas reconfiner le pays au mois de janvier, en renforçant différentes mesures, notamment le couvre-feu dont vous avez parlé, mais également le télétravail. Et je le dis sans phare, les semaines devant nous, les prochaines semaines, sont des semaines clés. Cette incertitude autour des variants doit nous inciter à la vigilance absolue, pour que, comme par le passé, nous soyons capables de faire mentir ces courbes. En dehors des mesures de gestion, et vous l'avez dit, Madame Colisa, notre arme, l'une des armes les plus puissantes dont nous disposons, c'est notre dispositif tester, alerter, protéger. Il compte parmi les plus solides au monde et nous l'avons considérablement renforcé semaine après semaine. Les Français se font tester en laboratoire, en pharmacie, en test PCR, en test antigénique, gratuitement, sans ordonnance, avec un délai rapide de rendez-vous et des résultats rendus dans la journée. Plus de 2 millions de tests sont réalisés chaque semaine dans les quelques 12 000 sites de tests existants. Et je remercie à nouveau les biologistes, les techniciens de laboratoire, pharmaciens, médecins, infirmiers, tous les soignants qui sont mobilisés et dans la durée. Désormais, la très grande majorité des tests, quand ils sont positifs, antigéniques ou PCR, sont passés en criblage ou en séquençage. J'en ai parlé la semaine dernière et il y a 2 semaines. Ce sont des techniques qui nous permettent de connaître au jour le jour le nombre et la part des différents variants dans l'épidémie, et cela dans chaque département. Nous sommes actuellement l'un des seuls pays à le faire. Ainsi, nous savons que 36% des cas positifs criblés correspondent à des variants dits britanniques et que 5% correspondent à des variants dits brésiliens ou sud-africains. Nous savons aussi qu'il existe une forte disparité sur le territoire, comme vous pouvez le voir sur la carte qui s'affiche et qui sera publiée par Santé publique France dans la soirée. C'est aussi grâce à cette mesure fine et quotidienne que nous avons pu la semaine dernière, par exemple, identifier la hausse des variants sud-africains en Moselle, où je me suis rendu vendredi dernier, conduisant à renforcer différentes mesures pour en contenir la diffusion locale. À l'heure à laquelle je vous parle, l'incidence est stabilisée, voire en légère baisse en Moselle. Cette vigilance et cette action au plus près du terrain, département par département, elle est clé pour lutter contre le virus dans les territoires où il progresse le plus. C'est le cas notamment à Dunkerque, qui est dans le département du Nord, où le taux de variant britannique est à 72% et où l'incidence en hausse régulière dépasse les 600 cas pour 100 000 habitants par semaine. Je pense aussi à Mayotte, j'en parlais avec le ministre en charge des Outre-mer, Sébastien Lecornu, avec qui nous agissons ensemble. Le variant sud-africain y pèse pour 69% des cas. La pression sanitaire y est très élevée et nous mobilisons le service de santé des armées avec l'aide de Florence Parly. C'est aussi un élément clé
pour tenter de saisir et anticiper l'impact de ces variants sur l'épidémie. Par exemple, voir si ce que nous constatons au jour le jour correspond aux projections comme celle qui vous a été présentée. Dans certains territoires, ce que je viens de citer notamment, il y a un lien clair entre la flambée épidémique et la montée des variants. Nous pouvons alors constater cela. Mais force est aussi de constater qu'un fort taux de variants ne s'accompagne pas toujours, en tout cas pas au début, d'une augmentation du nombre des contaminations. Et l'honnêteté m'oblige à vous dire que pour l'heure, nous ne savons pas l'expliquer. Je partage ces constatations précoces avec nombre de mes homologues, ministres de la Santé européens. J'étais tout à l'heure au G7 pour en parler avec eux. Ils sont pour certains d'entre eux dans la même situation que nous. Notre stratégie tester, alerter, protéger, c'est aussi dès la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, et nous serons d'ailleurs l'un des premiers pays en Europe à le faire, le déploiement de tests salivaires, en premier lieu dans les écoles, au retour des congés scolaires, et dans les départements à plus forte circulation virale. Cela montera progressivement en charge et nous l'étendrons ensuite à d'autres publics, dont les soignants, parce qu'ils sont amenés à être testés plus souvent que les autres. Ce renforcement de notre stratégie de test s'accompagne du renforcement continuel des moyens humains et techniques dans les agences régionales de santé, à l'assurance maladie, ces milliers de personnes qui sont formées et qui vous appellent dans les 24 heures si vous êtes cas positif et qui peuvent alerter dans la foulée l'ensemble de vos cas contacts. Notre capacité à alerter les personnes et à remonter les chaînes de contamination a également été augmentée en vous proposant depuis le 20 janvier le passage d'un infirmier ou d'une infirmière libérale chez vous pour répondre à vos questions, vérifier si vous ne manquez de rien et tester, si besoin, les personnes qui vivent dans votre foyer. Plus de 32 000 visites à domicile ont déjà été réalisées depuis le 21 janvier. Elles sont évidemment entièrement prises en charge. Si vous êtes particulièrement isolé chez vous et confiné, sachez que vous pouvez compter sur le soutien humain et matériel de quelques 1500 travailleurs sociaux, avec l'appui de vos communes et départements, qu'il s'agisse d'organiser un portage de repas chez vous, de vous aider pour vos courses, la garde de vos enfants, vous proposer un hébergement en hôtel si votre logement n'est pas adapté à l'isolement, vous accompagner dans vos démarches administratives ou vous apporter du soutien psychologique. Nous avons enfin renforcé la mise à l'abri ou isolement des personnes dont le test est positif ainsi que des cas contacts. Depuis le 10 janvier, je le rappelle, toute personne positive, cas contact ou symptomatique dans l'attente d'un test PCR qui doit alors être réalisé dans les 48 heures, peut obtenir un arrêt de travail immédiat, indemnisé, sans jour de carence, en contactant directement l'assurance maladie. Nous prolongeons ce dispositif jusqu'au 1er juin. Nous allons un cran plus loin. Certaines études scientifiques évoquent la possibilité que les variants puissent être responsables d'une durée de contagiosité plus importante que celle du Covid-19 classique qui circulait jusqu'alors dans le pays. Sans attendre la confirmation, et dans la mesure où la part de variants dans les contaminations est devenue élevée, j'ai décidé que la durée de l'isolement de tous les patients dont un test diagnostique est positif passera à compter de lundi de 7 à 10 jours. Elle restera en revanche de 7 jours pour les cas contacts. Quelques mots sur la vaccination. 3 vaccins, vous le savez, sont actuellement validés par l'Agence européenne du médicament. Un 4e sera bientôt examiné. Sur ces 3 vaccins, 2 sont dits des vaccins à ARN messager. Ce sont les vaccins Pfizer et Moderna. Ils sont accessibles depuis plusieurs semaines dans un millier de centres de vaccination sur tout le territoire. Ils nécessitent 2 injections distantes de 4 semaines. Peuvent actuellement en bénéficier les Français âgés de 75 ans et plus, ainsi que des personnes fragiles sur ordonnance de leur médecin. Le rythme des vaccinations reste très élevé dans notre pays, comme vous pouvez le voir sur ce graphe. Nous vaccinons à flux tendu, au rythme de livraison par les laboratoires. Et nous développons les productions en France et en Europe. Vous le savez, nous avons fait le choix de prioriser les plus fragiles, les plus âgés, ce qui a nécessité une logistique extrêmement complexe, notamment dans les premiers jours de la campagne vaccinale. Voici quels sont nos premiers résultats. Ils vont s'afficher. L'âge moyen du Français vacciné est de 72 ans. Il est à titre de comparaison aux alentours de 65 ans en Allemagne, 60 ans en Espagne et 50 à 55 ans en Italie. Plus de 75% des personnes âgées résidant en EHPAD ont reçu au moins une dose de vaccin. C'est un point qui est absolument essentiel pour limiter les cas graves et limiter les décès. Nous serons d'ailleurs bientôt en mesure d'en estimer la portée. En février, puis en mars,
La vaccination des 75 ans et plus va se poursuivre avec une augmentation progressive du rythme, toujours à mesure que les livraisons de vaccins s'accélèrent. Je sais que les attentes sont très fortes et je les comprends. Beaucoup de personnes souhaitent se faire vacciner et n'arrivent pas encore à trouver un rendez-vous alors qu'elles sont dans la cible. Les choses vont se faire progressivement et rapidement. Des rendez-vous ouvrent tous les jours. Depuis lundi, plus de 250 000 créneaux de rendez-vous ont ainsi été alloués dans les différents centres de vaccination du pays. Et cette dynamique va continuer pour atteindre un total de 1,2 million de premières injections au minimum au mois de mars. Entre fin mars et la mi-avril, en fonction de l'adhésion des personnes âgées de 75 ans et plus à la vaccination, nous espérons être en mesure d'ouvrir la vaccination, cette fois-ci aux personnes âgées de 65 à 74 ans. Je suis, comme ministre des Solidarités, particulièrement sensible à ce que les personnes âgées, précaires, puissent bénéficier de la vaccination au même titre que tous les citoyens. Pour cela, j'ai demandé aux agences régionales de santé, à l'assurance maladie, aux préfets, aux maires, aux CCAS, aux associations qui étaient réunies par le Premier ministre en ma présence ce matin, de développer des opérations dites d'aller vers, c'est-à-dire des vaccins qui peuvent être administrés dans le cadre de bus ambulants, de barnums temporaires installés dans les quartiers populaires. Et j'encouragerai également toute autre action visant à ce que les inégalités sociales n'accroissent pas les inégalités de santé. Un troisième vaccin, je le disais, a été validé, vous le connaissez, le vaccin AstraZeneca. Ce vaccin, de mécanismes différents, est lui accessible aux Français âgés de 65 ans et moins, 64 ans et moins. Nous l'avons d'abord rendu accessible dans les hôpitaux pour vacciner en priorité les soignants, les pompiers, les aides à domicile de moins de 65 ans. 80 000 personnes ont ainsi été vaccinées en 10 jours. Le rappel de ce vaccin se fait 9 à 12 semaines après la première injection. Je souhaite rappeler que le vaccin AstraZeneca est un vaccin efficace. Et le déploiement de son utilisation chez les professionnels de santé et les personnes de moins de 65 ans souffrant de comorbidité dans un futur proche est justifié. Il est plus efficace sur les formes graves que sur les formes légères, et c'est d'ailleurs un enjeu absolument essentiel, puisque nous souhaitons en priorité protéger les personnes les plus fragiles et limiter les formes graves. Ce vaccin, nous l'observons, et ce n'est pas exceptionnel avec un vaccin, peut entraîner des effets indésirables tels que fièvre passagère, maux de tête, fatigue transitoire. Ces symptômes, ils peuvent être gênants, mais ils sont bénins et ils sont temporaires. Ils sont responsables ici et là d'arrêts de travail, on le voit dans certains hôpitaux, raison d'ailleurs pour laquelle nous avons recommandé avec l'Agence nationale de sécurité du médicament ainsi que le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale de ne pas vacciner toute une équipe hospitalière le même jour, au même moment. L'Allemagne émet d'ailleurs les mêmes recommandations dans les mêmes conditions. Il est central qu'un maximum de soignants continuent de se protéger en se faisant vacciner. Les scientifiques, les agences sanitaires, l'Organisation mondiale de la santé considèrent que le vaccin AstraZeneca est efficace dans une grande majorité des cas, y compris dans le cadre d'un variant britannique, même si des incertitudes, vous le savez, existent s'agissant du variant sud-africain, mais nous avons peu de données pour conclure. Dès aujourd'hui, j'invite les médecins hospitaliers à vacciner avec le vaccin AstraZeneca leurs patients âgés de 50 à 64 ans inclus, lorsqu'ils ont des facteurs de risque de forme grave, qu'on appelle aussi des comorbidités, telles que le diabète ou l'obésité. Et dès le 25 février, près de 30 000 médecins généralistes se sont déjà portés volontaires pour vacciner dans leur cabinet leurs patients âgés de 50 à 64 ans, toujours lorsqu'ils ont des comorbidités. Dans le courant du mois de mars, nous rendrons le vaccin AstraZeneca accessible directement en pharmacie, cette fois-ci pour tous les Français entre 50 et 64 ans, ainsi que chez leurs médecins, infirmiers et tout autre professionnel de santé habilité à vacciner. Notre campagne va donc prendre encore davantage d'ampleur en mars. Enfin, et pour conclure, j'irai samedi à Nice. La situation épidémique reste particulièrement inquiétante dans le département des Alpes-Maritimes et la pression hospitalière y est très élevée. À cette occasion, j'irai aussi à la rencontre d'équipes soignantes dont la mobilisation est particulièrement exemplaire pour venir en aide aux nombreux Français qui conservent des symptômes plusieurs semaines, parfois plusieurs mois,
après avoir contracté le Covid, même lorsqu'il ne s'agissait pas de formes sévères. Ce qu'on appelle le Covid long fait l'objet de nombreux travaux scientifiques et médicaux, et j'annoncerai à Nice comment la France structure des filières de soins spécifiques sur tout le territoire, faisant notamment appel à la médecine de ville. Je vous remercie, nous allons prendre quelques questions. 5 questions maximum. Oui, bonjour. 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 Julia Vanels pour BFM TV. Vous venez d'évoquer la ville de Nice où la situation est inquiétante. Ce n'est pas le seul territoire où ça l'est. Il y a aussi l'Est et le Nord. Comment vous expliquez ces disparités régionales par rapport à la situation sanitaire et la circulation des variants? Et puis ma deuxième question qui est liée, étant donné ces disparités régionales et certains territoires où c'est particulièrement inquiétant, est-ce que vous avez toujours l'espoir d'éviter un reconfinement d'ici la fin des vacances scolaires, soit au niveau national, soit dans ces territoires concernés? Merci. Sur la question des disparités régionales, nous connaissons cela depuis la première vague. Ça fait 1 an qu'on constate des disparités régionales. Souvenez-vous, lorsque la France percutait une vague très forte il y a 1 an, l'Allemagne était exempte. Aujourd'hui, l'Allemagne fait face à une vague très forte. Elle est confinée depuis plusieurs semaines, plus d'1 mois désormais. Et on voit bien qu'il y a des paramètres qui peuvent, entre guillemets, échapper au modèle de prévision, de projection. Il y a encore des paramètres, encore une fois, il faut prendre les choses avec modestie, il y a des choses qu'on n'explique pas encore avec la dynamique épidémique. Il y a des paramètres qu'on suit de très près, notamment en France, qui sont les paramètres, j'en ai déjà parlé, météo, avec le fameux indicateur Predict, qui montre, par exemple, que la situation était plutôt meilleure il y a quelques jours, parce qu'il faisait très froid, c'était les conséquences du vortex polaire qui venait de Sibérie, et que actuellement la situation s'est plutôt dégradée du point de vue des index météo, un peu de réchauffement, un peu plus humide, vous pouvez le constater ici à Paris, et notamment en Hauts-de-France, dans le Grand Est, en Île-de-France, qui sont des régions qui ont déjà été fortement percutées il y a 1 an. La répartition des variants, écoutez, les variants apparaissent ça et là sur le territoire, parfois à partir d'un petit foyer épidémique. C'est pour ça que le tester, alerter, protéger est fondamental. On casse les chaînes de contamination pour éviter qu'il se passe ce qui s'est passé l'année dernière, à partir du Grand Est, une extension à tout le territoire. Ça, c'est vraiment fondamental. Et puis, je le disais tout à l'heure dans mon intervention, il y a des endroits où on voit qu'il y a beaucoup de variants et il y a beaucoup de cas. Il y a des endroits où il y a peu de variants et beaucoup de cas. Et il y a des endroits où il y a beaucoup de variants et à ce stade, pas encore beaucoup de cas. Et donc, c'est l'observation au jour le jour qui nous permet d'affiner les modèles et de faire des projections qui soient plus justes. Sur la question des mesures supplémentaires, vous l'aurez compris dans mon intervention, il n'est pas lieu d'envisager d'alléger aujourd'hui les contraintes et notamment le couvre-feu. Et je crois que Madame Colizza a bien montré quel serait l'impact inévitable sur la situation épidémique et la situation sanitaire pour les Français. Nous faisons tout pour éviter un nouveau confinement. Je dis cela semaine après semaine, mois après mois. Et pour éviter un nouveau confinement, eh bien, il faut rester extrêmement vigilant, extrêmement solidaire. Il faut rester costaud dans la période. Il faut développer massivement le télétravail, réduire ses contacts sociaux, respecter les règles et les gestes barrières. C'est la façon que chacun d'entre nous a de participer à la lutte contre l'épidémie et à faire en sorte que nous ne soyons pas obligés, dans quelques semaines, de nous retrouver au pied d'un mur, au pied d'une nouvelle vague qui nous contraindrait à prendre des mesures plus fortes. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Camille Collin pour TF1 et LCI. Un article publié dans la revue Lancet et signé par plusieurs membres de notre conseil scientifique français appelle les gouvernements, plutôt qu'un confinement, s'il le fallait et si les chiffres s'envolaient, à prendre des mesures beaucoup plus ciblées sur les générations. Est-ce que ça, c'est une option que vous pouvez envisager? Et puis j'ai une deuxième question, cette fois sur les médecins qui vont vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Vous disiez que 30 000 s'étaient portés volontaires. C'est un peu moins de la moitié, me semble-t-il, de la totalité des médecins libéraux. Est-ce que vous y voyez une défiance du corps médical sur ce vaccin? Comment vous l'interprétez? Merci beaucoup. Non, je réponds tout de suite à la deuxième question. Non, plus de 30 000 médecins généralistes inscrits en moins de 3 jours. On demandait à ces médecins d'être capables d'aller vérifier s'ils avaient une patientèle pour pouvoir s'organiser. Vous savez, les flacons d'AstraZeneca contiennent plusieurs doses. Donc quand les médecins reçoivent un flacon, il faut qu'ils aient organisé leur temps pour pouvoir recevoir plusieurs patients de suite pour pouvoir les vacciner. Donc c'est une logistique qui n'est pas évidente pour eux. Je les remercie pour leur engagement, je n'en ai jamais eu de doute. Donc 30 000 médecins en 3 jours, non, l'engouement est là et le nombre de médecins et de pharmaciens ensuite
désireux de vacciner ne va faire que s'accroître. Je n'ai aucune inquiétude. Sur la question de... Oui, vous parlez d'une publication scientifique alors qui est sortie cet après-midi, mais dont j'ai pris connaissance dans la revue The Lancet, signée par quelques membres du conseil scientifique, pas la totalité. Alors attention, les signataires disent, s'il n'y a pas le choix, il faut confiner. Quand il y a encore le choix, plutôt que de faire un confinement généralisé avec des contraintes qui pèsent sur tout le monde, demandons aux personnes vulnérables de s'isoler. J'en parlais avec Madame Colizza, peut-être qu'elle a un avis sur la question. La faisabilité d'une telle mesure, et ça a déjà été débattu plusieurs fois depuis 1 an, elle est très 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 discutable. La solidarité qu'elle emporte entre les générations l'est tout autant, et l'impact épidémique n'est pas assuré. Donc encore une fois, les moyens de ne pas avoir à nous poser ce type de questions, c'est encore une fois de ne pas relâcher nos efforts dans la période, même si j'entends, vous savez, je lis la presse comme vous, enfin vous la faites, moi je la lis, et je vois beaucoup d'articles, parfois des sondages où les Français disent, et on les comprend, ils en ont marre, rouvrez les bars, les restaurants, rouvrez les cinémas, rouvrez les théâtres. On aimerait pouvoir le faire. Mais si on le faisait maintenant, ça ne serait absolument pas responsable, car nous prendrions le risque de tout fermer dans 2 semaines. Je le dis comme je le pense. Paul Moisson pour France Télévisions. Du personnel médical est arrivé en renfort à La Réunion, des soignants militaires à Mayotte. Est-ce que la situation dans ces territoires d'outre-mer est sous contrôle? C'est ma première question. La deuxième, c'est à 66 ans, on a appris que l'ancien président Nicolas Sarkozy semblerait s'être fait vacciner au mois de janvier. Savez-vous pourquoi et dans quelles conditions? Sur la question des territoires ultramarins, donc je disais qu'avec Sébastien Lecornu, avec Florence Parly, pour le côté santé militaire, nous agissons là-bas depuis des semaines. Parce que, effectivement, vous avez raison de le dire, la situation sanitaire est plus qu'inquiétante à Mayotte. Plus qu'inquiétante. Avec un nombre d'hospitalisations important et une épidémie qui n'est pas sous contrôle. C'est d'ailleurs pourquoi un confinement a été prononcé, généralisé celui-ci, depuis maintenant 2 semaines sur l'ensemble de l'île. Et nous travaillons en lien avec les équipes soignantes de La Réunion, que je remercie pour leur solidarité, pour qu'elles puissent accueillir des patients venant de Mayotte. À l'heure à laquelle je vous parle, la situation sanitaire à La Réunion n'est pas du tout la même que celle que nous constatons à Mayotte, et nous faisons tout évidemment pour éviter qu'une épidémie forte se déclenche là-bas. Vous me posez la question, il en va de Nicolas Sarkozy comme de n'importe quel Français. Il a le droit au secret médical. Donc je n'ai pas à en connaître s'il a été vacciné avant l'heure. Nous devons tous respecter les règles, nous avons tous des droits et des devoirs, il s'impose à chacun d'entre nous, y compris celui de bénéficier du secret médical. Pas de commentaire donc. Bonsoir Monsieur le Ministre, Florent Tardif pour CNews Canal+. Aujourd'hui, les hôpitaux sont passés en organisation de crise. Est-ce que vous attendez à une vague de contamination importante, potentiellement dans les prochaines semaines, et à une vague d'hospitalisation importante due notamment à la circulation des variants? Nous avons vu que justement pour faire mentir les courbes, comme vous dites, nous devrions renforcer les mesures potentiellement de distanciation sociale. Cela a été exposé. Sur quelles mesures travaillez-vous pour éviter, vous l'avez rappelé, un reconfinement? Et les variants sont-ils plus transmissibles chez les plus jeunes? On voit notamment qu'en Moselle, le taux d'incidence croît de manière bien plus importante chez ces derniers. Alors, plusieurs questions dans votre question. D'abord, nous renforçons l'application avec Elisabeth Borne, ministre du Travail. Nous renforçons l'application du télétravail partout où c'est possible. Sous votre contrôle, c'est la mesure qui est la plus efficace dans la situation actuelle. C'est 40%, disait Arnaud Fontanet dans sa dernière étude, 40% de l'efficacité des mesures actuelles repose sur l'application du télétravail. On est moins en contact avec les gens, on est moins tenté de partager un repas avec les gens. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Donc le renforcer partout, et je le dis, la ministre du Travail est très mobilisée pour que les entreprises et les administrations publiques d'ailleurs, avec Amélie de Montchalin cette fois-ci, respectent ces règles le plus possible. Ensuite, quand on renforce le testé, alerté, protégé, notamment dans un département, le cas de la Moselle, le cas de Dunkerque aussi, on va faire beaucoup de barnums de tests avec des mesures d'isolement. On y déploie des équipes supplémentaires qui font ce qu'on appelle du rétro-tracing pour aller chercher non pas que les personnes que vous auriez pu contaminer si vous êtes malade, mais les personnes qui ont pu vous contaminer pour les prévenir elles-mêmes, etc. C'est un énorme travail que vous ne voyez pas, qui est un travail invisible, qui est fait par des milliers de personnes qui sont formées nuit et jour. Je les remercie pour ce qu'elles font, vraiment, avec beaucoup de reconnaissance. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de tenir ensemble avec les mesures que je viens de citer. Nous avons, je le disais, un indicateur au quotidien qui est l'augmentation des variants et puis l'évolution de l'incidence. Et évidemment, si nous devions constater que nous inscrivions dans la courbe ascendante, eh bien alors cela imposerait de réfléchir à des mesures supplémentaires. Mais on a, comment dirais-je, on a un peu de temps d'avance par rapport à la montée de la courbe, vous voyez sur les modèles. Et donc, c'est d'ailleurs ce que nous avait dit le Conseil scientifique en janvier. Et chaque semaine que nous gagnons
sur des mesures plus dures. Chaque semaine que nous gagnons sur l'épidémie, c'est une semaine au cours de laquelle nous vaccinons davantage, c'est une semaine au cours de laquelle nous renforçons encore nos dispositifs de lutte contre l'épidémie, et c'est une semaine qui, ce n'est pas anecdotique, nous rapproche de jours meilleurs en termes climatiques. On a vu cet été que l'Europe avait été relativement indemne d'épidémie lorsqu'il faisait plus beau, plus chaud. Donc voilà, c'est vraiment ce combat que nous menons aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire en franchise s'il est forcément gagné et si dans 2 semaines nous ne serons pas obligés de prendre des mesures supplémentaires. Mais nous avons aujourd'hui des moyens extrêmement précis, territorialisés, qui nous permettent de voir venir les choses et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Prenons une dernière question. Bonjour, Hélène Terzion pour Europe 1. Les résidents en EHPAD sont majoritairement protégés, vous l'avez dit tout à l'heure, 75% d'entre eux ont reçu au moins une injection. Plusieurs pensionnaires nous ont confié qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les règles étaient pourtant toujours aussi strictes dans les EHPAD, notamment les visites restreintes. Ils disent qu'ils n'ont plus le temps d'attendre. Qu'est-ce que vous leur répondez, monsieur le ministre? Je leur réponds que nous y travaillons. Nous rencontrons les fédérations d'EHPAD régulièrement avec Brigitte Bourguignon, qui est ministre déléguée en charge de l'autonomie. Évidemment que la question, elle se pose, elle est légitime. Moi, je suis allé dans un EHPAD, mais il se trouve qu'il y avait 90 résidents qui étaient vaccinés et 15 qui ne l'étaient pas. 2 parce qu'ils ne l'avaient pas souhaité et les autres parce qu'ils ne le pouvaient pas au regard de leur état de santé ou parce qu'ils avaient été malades quelques semaines auparavant. Que dit-on dans cet établissement ? Que dit-on aux 15 personnes qui ont quand même le droit d'avoir la protection de leur santé? Donc c'est un sujet qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Je comprends encore une fois parfaitement la demande, elle est légitime. J'ai dit tout à l'heure dans mon intervention qu'on serait bientôt en mesure de dire si la vaccination en EHPAD permet d'éviter les formes graves, d'éviter les hospitalisations. Quand nous aurons ces données fiables, aucun pays européen encore ne dispose de données publiées fiables de ce point de vue-là. Et j'espère, comme vous, j'imagine, puisque vous me posez la question, et comme les 700 000 résidents en EHPAD et toutes leurs familles, que nous pourrons lever davantage les contraintes sanitaires qu'ils subissent depuis maintenant 1 an. Merci beaucoup. Merci.